Face à face. Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans ce face-à-face. Aujourd'hui, écoutez, c'est un face-à-face bien particulier parce qu'il y a quelque chose qu'on est peut-être plus ou moins au fait au Québec à travers de ça parce que nous, on vit dans une francophonie, mais il y a une francophonie canadienne. Et j'ai un ami de longue date qui travaille dans cette réalité-là de la francophonie canadienne qui est avec moi ce matin. C'est José Bertrand de JKB Communication. Attendez un peu, je vais vous l'amener. Vous allez le voir apparaître. C'est ce cher José. C'est un gars extraordinaire, un gars qui a une volonté de faire hallucinante. Écoutez, ce gars-là, quand même, fallait le faire. Partir une agence à Toronto pour représenter la francophonie. Fallait le faire. Moi, je lui lève mon chapeau. Salut José, comment ça va? Salut Vincent, ça va bien toi-même? Ah, ça va merveilleusement bien, comme tu peux voir. Il fait soleil, ça va bien. Good. Nous autres, il pleut à Bois-de-Bout, puis il fait noir. On dirait qu'on est dans deux mondes. Je suis en Chine, puis t'es au Canada. Ouais, mais t'es au Canada, toi aussi, mais pourtant, non, c'est ça. C'est peut-être juste la lumière dans ta vie. Bref, tout ça pour dire, donc, José, toi, t'es gérant, agent, producteur pour JKB Communication. C'est-tu une bonne présentation, ça? C'est une bonne présentation, ouais. Éditeur aussi à temps perdu. Oui, c'est vrai, effectivement. Ouais, non, c'est une bonne présentation. Donc, éditeur, ben, bon, puis parle-moi un peu de ton histoire, là. D'où ça vient? Comment tu t'es retrouvé, toi, à fonder JKB? Écoute, JKB, ça fait depuis 97 que ça existe, juste pour pas donner mon âge. Puis c'est parti avec le fait que je gérais toujours en tant que musicien. Moi aussi, j'écoute tes séries, mais j'ai commencé comme musicien, moi aussi. Ouais. Puis je m'adonnais toujours à gérer des projets de band ou des affaires comme ça. Mais on s'entend, j'étais tromboniste, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'avenir en tant que tromboniste pour musicien à temps plein. Ben, il y a 3-4 personnes qui en vivent au Canada, puis mettons que je n'étais pas sûr. C'est ça, ou des big bands, ou des choses comme ça. Bref, je me ramassais toujours à gérer des projets, puis à un moment donné, j'ai fait comme, ben, je vais aller parfaire mes connaissances en gestion des industries culturelles. J'étais allé à l'école du show business à Montréal, puis j'ai rencontré ma partenaire de vie, Julie Kim, que je gère depuis. Et puis, de fil en aiguille, je déménageais à Toronto parce qu'on envoyait ses démos à Toronto parce que c'était en anglais qu'elle chantait. Puis là, ils ont fait comme, OK, c'est en anglais, on a envoyé ça à Toronto dans le temps. Puis, de fil en aiguille, on est déménagé là, 2 enfants de maison plus tard et tout ça. Puis, en 2010, j'ai repris un peu tout ça. J'avais mis ça de côté. Puis, en 2010, le projet des Chiclettes est né. Puis, je me suis mis là-dedans à gérer le projet. Puis, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un gros manque à gagner dans l'industrie parce qu'il n'y avait pas personne dans l'industrie qui s'occupait de représenter au niveau du spectacle ou de gérer... d'être manager de band ou des choses comme ça. C'est que j'ai commencé comme ça en 2010. Mais toi, à travers ça, t'as quand même, parce que moi, je t'ai connu, tu travaillais quand même dans une banque, là. J'ai été banquier de 1999 à, ben pas banquier, mais de travailler pour une banque, de 99 à 2016 et monter ma compagnie de 2010 à 2016 sur le side comme ça, puis à un moment donné, fait le grand saut en 2016. Ouais. Hey, ça a été toute une étape parce que pour que les gens sachent, toi et moi, on a quand même collaboré ensemble. Tu m'aidais à la représentation des artistes de band sur le territoire canadien, puis on essayait de faire venir des artistes internationaux à l'époque, puis tout ça. Donc, on a quand même collaboré ensemble, mais à l'époque, toi, c'est ça, tu jonglais entre la banque et... et jongler vraiment le mot, ouais. C'était terrible, là. Mais écoute, non, mais au moins tu l'as fait puis tu as suivi ta passion parce qu'à un moment donné, tu as fait le grand saut puis tu as repris ta boîte dans les faits qui existaient déjà puis tu t'es rendu là. Oui, exactement. Là, on est rendu là après 10 ans et 4 ans vraiment à temps plein là-dedans. Puis ça a été quoi ton plus grand défi pour faire ce move-là? Parce que probablement des gens qui nous écoutent, qui, eux, sont peut-être musiciens à temps partiel ou tout ça, puis qui hésitent à faire le bon ou qui hésitent à faire le saut vers cette industrie-là qui est un peu méconnue, disons-le, parce qu'il n'y a pas tant de formation pour ça. Là, qu'est-ce qui t'a fait faire ça a été quoi le grand déclic pour dire, OK, là, je laisse la banque puis je pars là-dedans? Ben, c'est de trouver suffisamment de contrats pour faire en sorte que tu puisses au moins générer ton salaire dans une année. Tu sais. C'est que ça a été de chercher, ça a été de la gestion de projet, parce que à travers la banque, j'ai été parfaire ma gestion de projet, puis j'étais allé chercher des crédibilités pour ça, j'étais allé chercher des certificats et tout ça. Puis j'étais allé chercher suffisamment de contrats dans la gestion d'événements pour pouvoir
avoir un coussin pour dire, OK, là, j'ai tant d'argent devant moi, je peux faire le saut, puis j'y vais. Mais pour moi, c'était comme ça. OK, puis ça, tu regrettes pas le choix aujourd'hui? Ah, jamais. Jamais. Ça a toujours été une passion, la musique. C'est que je veux dire, j'ai jamais pensé que j'aurais pu regretter ça. Au contraire, je veux dire, j'étais en train de mourir dans le corporatif banquier, financier. Ben. Mais non, mais aujourd'hui, puis regarde, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, tu réussis très bien parce que tu es quand même, selon moi, un des gars qui est toujours appelé pour parler de cette réalité franco-canadienne-là, parce que tu es pas mal dans les seuls qui œuvrent là-dedans avec Carole, que je aussi, je pense que c'est au Nouveau-Brunswick, mais vous n'êtes pas 22 là, à faire ça. Là. Non. Fait que c'est quand même chapeau, parce que comme je te dis, il fallait le faire en plus dans une réalité qui est différente. Mais ça m'amène à te demander, tu sais, les plus grands enjeux pour les artistes franco-ontariens ou franco-canadiens, c'est quoi exactement? Parce que c'est pas les mêmes réalités qu'au Québec, là. Non, du tout, loin de là. Écoute, pour te mettre ça dans 3 mots, un artiste de la francophonie canadienne a autant de défis à surmonter pour aller dans le marché, pour pénétrer le marché du Québec que d'aller en France. C'est aussi gros que ça. Littéralement. Littéralement. Ah, ouais, OK. Ouais. Il y a juste la proximité qui est là, mais à part ça, là, je veux dire, tu sais, on s'en parle souvent, toi puis moi, Vincent, la France, comment que c'est ardu, que c'est complexe, que c'est naviguer, puis mettre du temps, puis à un moment donné, tu fais comme, fait 5 ans, je mets du temps, je vois pas le retour. Le Québec, facilement, peut se rapprocher de ces réalités-là pour nous autres. Ah oui, littéralement, parce que c'est quand même, comme il dit, puis c'est vrai pour les gens, tu sais, souvent, le public voit le résultat final en disant, ah ben, Cœur de pirate l'a fait, puis bon, il y a des artistes, mais dans la réalité, les Français ne nous attendent pas, tu sais, ils n'attendent pas des artistes francophones canadiens de même en disant, ben oui, on vous attend, puis on va vous ouvrir les portes, parce qu'ils ont quand même, eux autres aussi, leur écosystème de chansons, de relève, de gens. Sont 160 millions, on s'entend-tu qu'ils en ont rien, un peu? Non, mais ils ont du talent local, puis c'est normal qu'ils le supportent, tout comme nous, on peut supporter le nôtre. Mais il reste que c'est quand même, en tout cas pour moi, ça parle beaucoup de dire que c'est aussi complexe pour un artiste franco-canadien de rentrer dans le marché du Québec qu'un artiste francophone d'aller en France où la barrière est très dure. Là. La barrière est très dure, mais non seulement ça, ce qui arrive, c'est que aussi, dans les 10 dernières années que moi, j'ai pu être témoin, c'est qu'il y a eu la professionnalisation de ces artistes-là aussi dans le fait où tu regardais un artiste qui avait un talent potentiel il y a 10 ans, puis tu faisais quoi, c'est cool, mais il faudrait, il y avait aucune industrie. Il y avait personne qui les entourait. C'est que le talent était brut. C'était de développer ça. Puis c'était pas un Damien Robitaille, ça a pris des années à ce que ça arrive, ça a été comme ça. C'est ça, le talent était brut, il y avait rien pour l'entourer, il n'y avait pas de structure, puis il manquait de connaissance du marché un peu pour pouvoir arriver à rentrer dans le marché du Québec. Aujourd'hui, on connaît ça un peu plus, on a les bons outils, on nous a montré, si tu veux, j'ai servi ça au patrimoine canadien cette année, en disant, vous nous avez donné tous les outils, vous nous avez montré comment pêcher, mais vous nous avez jamais donné de bateau pour aller à la pêche. C'est qu'on a tous les outils, mais on n'a pas le bateau. C'est que là, il faudrait qu'on aille le bateau. Je comprends. Mais est-ce que c'est quand tu dis que ça s'est professionnalisé, est-ce que tu as vraiment vu un changement entre le jour 1 où tu as commencé puis aujourd'hui en disant oui, il y a plus d'intervenants, c'est plus encadré? C'est quoi le gros changement? Ben, on a des entreprises qui sont là maintenant. Okay. Tu parlais de moi, tu parlais qu'il y en avait quelques-uns, et Carole Doucet en Acadie, effectivement, il y a 2-3 autres entreprises qui se sont formées pour aider les artistes. Il y a des artistes autogérés qui sont un peu plus savis au niveau de la connaissance du marché, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer puis dans un marché comme le Québec. C'est qu'on s'est professionnalisé beaucoup plus dans les derniers 10 ans que jamais auparavant. Là. Puis ça, tu t'amènes à un point. C'est vrai qu'en général, ça c'est vrai tant au Québec que probablement dans la francophonie, mais c'est vrai que les artistes sont de plus en plus au fait de l'industrie, sont de plus en plus responsables, de plus en plus impliqués dans leurs projets. Mm-hmm. Ça fait une grosse différence, je pense, comme tu dis, dans la professionnalisation de notre industrie qui, à la base, il n'y a pas tant de formation pour, tu peux marquer « Je deviens agent de spectacle ou gérant d'artiste » sur une carte d'affaires. Demain matin. Et gérant. Ouais.
Il n'y a pas de règles, effectivement. vraiment. Contrairement à la France où il faut que tu aies Faut une les licence pour ça. Ouais, ouais, exactement. Fait que là, mais moi, mettons que je voudrais avoir un peu d'anecdotes. Tu sais, souvent, toi, il y a des artistes probablement francophones hors Québec et même du Québec qui t'écoutent et qui disent, moi, j'aimerais ça travailler avec José. Là. Y a-t-il quelque chose qu'il faut d'abord faire pour travailler avec toi? Comment il faut procéder? Là? Moi, je veux travailler avec toi demain. Là. Ouais, il faut vraiment qu'on parle de connaissances, d'artistes qui aient de plus en plus de connaissances. J'ai pour mon dire que si tu t'as pas fait un peu de toi-même de booking, si t'as même pas géré ta carrière, que ça fait 2 mois que t'as parti ton band puis tu vas avoir une équipe, fais tes marques dans le sens de va à l'école de la vie, tu sais. Book-toi une quinzaine de shows, puis vois qu'est-ce que c'est de parler avec un diffuseur, puis c'est quoi la réalité d'un diffuseur, puis comment qu'ils choisissent leur programmation pour ensuite engager une équipe, puis là, tu as une connaissance de tout ça, on s'en parlait de ça aussi. Tu sais, là, tu as une connaissance de tout ça, puis tu es capable de donner, déléguer à quelqu'un, puis tu as une connaissance de cause, et non de pas avoir aucune connaissance, de donner ça à un booker, puis de comment ça que j'ai rien que 3 shows, pourquoi que c'est, tu sais, il faut qu'il y ait une connaissance un peu de l'école de la vie, j'ai navigué, j'ai vu, puis là je suis débordé, puis là à cause que je suis débordé, j'aimerais savoir quelqu'un pour m'aider. Là ça c'est plus intéressant pour moi que écoute, j'ai un bon band, je fais de la bonne musique, tu sais. OK, mais ça, puis mettons chose à ne pas faire. Tu sais, mettons que l'erreur, là, tu sais, l'erreur classique que tu vois, tu te dis, ben voyons donc, c'est sûr, je ne travaillerai pas avec vous autres. Là. C'est une bonne question, puis je le sais pas. Toi, t'as pas eu d'anecdotes trop savoureuses de... Pas qu'ils me viennent en tête, puis tu sais, c'est sûr que t'as les classiques qu'on a tous entendus, qui est comme... Ma musique, c'est la meilleure musique. Mais je veux dire, je veux pas tomber dans des clichés. Je veux dire, ça reste des clichés, mais il existe ces clichés-là, puis tu fais comme, bon, on passe... j'ai rien qui me vient, mais continue à me poser des questions. Peut-être que ça va me revenir, mais non. Non, mais tu sais, je disais, par exemple, moi, je me souviens quand moi, j'ai présenté mes premiers démos à mon agent de spectacle, le Booker, là, celui qui s'occupe des spectacles. Pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec l'industrie, qui nous écouteraient, ben c'est ça. Donc, l'agent de spectacle, lui, a vraiment la responsabilité de vendre des shows. Puis, moi, quand j'avais présenté, tu sais, tu présentais à l'époque, c'était sur des cassettes, donc moi aussi, je viens peut-être de trahir mon âge un peu, tu sais. On lui donnait des cassettes. Puis là, tu disais toujours, ouais, mais moi, mon démo, il sonne pas bien, là. Tu sais, c'était comme quelque chose, tu sais, c'était comme, tu sais, puis on était zéro vendeur de notre musique parce qu'on disait, ouais, mais tu sais, c'est pas bon, là, tu sais, ça a été enregistré vite. Puis là, tu sais, sans penser que le gars, c'est un professionnel en avant de toi. C'est probablement le 100 millième démo qu'il écoute, puis il est capable de voir le potentiel d'un artiste, tu sais. Mais moi, ça, c'était moi personnellement, c'est ça que j'avais fait. Tu sais, je me suis dit, on est arrivé avec un démo qu'on avait enregistré sur un 8 pix, puis on se disait, ouais, mais c'est pas bon. Tu sais, quelle erreur à faire en présentant un agent en disant, ouais, mais voilà mon démo, mais c'est pas bon. Tu sais, c'est comme. Finalement, ils nous avaient pris. C'est ça, mais finalement, ils nous avaient pris parce qu'ils avaient été capables justement de voir plus loin que. Parce qu'on avait une qualité de musicien et tout ça, mais il reste qu'au final, tu sais, ça, moi, de mon bar, j'avais fait ça, puis je me disais, hey, j'ai été chanceux qu'ils acceptent parce que, sérieusement, tu commences à faire pas bon. En même temps, tu as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est que le professionnel est censé voir le potentiel, puis voir le diamant à l'état brut, puis faire comme, attends une minute, il y a de quoi faire avec ça. Mais je suis désolé, j'ai pas de réponse à cette question-là. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit, puis pourtant, c'est pas par manque de préparation, c'est tout simplement par... non, mais l'anecdote t'en reviendra probablement. Oui, sûrement. Puis toi, dans les fêtes, là, en ce moment... ta réalité, donc, de franco-canadien, disons ça comme ça. Puis c'est un peu bizarre de dire ça de même, parce que dans les fêtes, on est tous dans l'industrie, on connaît la francophonie canadienne, parce qu'on le dit souvent, mais monsieur tout le monde, la francophonie canadienne, il faut comme, ah ouais, il y a des francophones au Canada. Ouais, mais continue ta question. C'était pas ça ta question. Non, c'était pas ça ma question, mais la réalité étant que c'est là où moi, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on n'a pas idée, je trouve, du combat quotidien qu'un Franco-Canadien vit, ne serait-ce que pour garder sa langue. Mm-hmm. Nous, ici au Québec, c'est un peu tout le temps un acquis. T'sais. On parle français, puis bon, puis dans les fêtes, quand tu sors de la couronne de Montréal, les anglophones, il y en a de moins en moins, puis plus tu vas au nord, moins il y en a.
Fait que, tu sais, on se bat pas, nous, à tous les jours pour Non. se parler en français, mais vous autres, vous avez ça. En plus de la difficulté de faire rayonner la culture, ça doit être quelque chose de... Quand même, tu sais, garder la motivation là-dedans, ça doit pas être évident. Et c'est un combat, puis tu crois encore plus à ta langue, c'est ça qui arrive, c'est que tu t'en rends pas compte tant que tu sors pas. Tu sais, moi je viens de Laval, je suis un gars de Laval au Québec, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 24 ans, j'ai été au Québec. Puis après ça, je suis parti en Ontario, à Toronto, dans un milieu carrément anglophone où ce que tu penserais même pas qu'il y a des francophones. Il y a une communauté francophone. Ouais, puis importante en plus à Toronto. Importante, il y a quand même 2 conseils scolaires, il y a quand même au-dessus d'une centaine d'écoles, puis là, je dis n'importe... Je sais que c'est au-dessus de 100, puis plein de monde va faire crime, il y en a 500 écoles en Ontario, mais je veux dire, on est dans une des plus grandes provinces quand même du Canada. Je veux dire, c'est quelque chose, tu sais, je veux dire, moi, je sors de la maison, on parle en anglais, je veux dire, tu vas pas dans un commerce en pensant 2 secondes que tu vas pouvoir parler français, puis je vais défendre ma langue, puis t'es mieux de me répondre en français, à part des services gouvernementaux. Ouais. Cette réalité-là, en partant, est très différente. L'autre aspect aussi, c'est que de vivre en français, d'avoir des festivals francophones, d'avoir des choses francophones, il faut se battre au niveau... les gouvernements font bien leurs choses quand même, mais il faut quand même se battre pour se faire valoir. C'est qu'on est... On est considéré une minorité linguistique à l'extérieur du Québec, puis c'est constamment en train de se battre, d'avoir nos services en français, c'est quand même se battre. Les conseils scolaires à chaque année dans certaines provinces, pas l'Ontario, mais des fois avec un gouvernement conservateur, ça peut faire ça, mais dans certaines provinces, ils se battent pour garder leurs conseils scolaires en français, leurs écoles francophones, ils sont appelés à disparaître ou sont menacés toutes les ans pour qu'ils gardent ça. Puis il faut qu'ils se battent. La Colombie-Britannique vient d'aller se battre et a gagné gain de cause le printemps dernier pour garder leurs écoles. Puis tout ça, c'est que on pense que notre langue, c'est quelque chose que, ben oui, c'est acquis, pas en dehors du Québec. Mais culturellement parlant, à ce moment-là, est-ce que ça devient... tu sais, parce que, je veux dire, à la fin, il y a quand même, il faut que tu gagnes ta vie, il y a quand même des... Tu sais, est-ce qu'il y a quand même une masse critique assez d'événements, de salles, de spectacles ou de conseils? Je sais que l'Ontario sont extrêmement bien structurés, mais au sortir de l'Ontario, le Nouveau-Brunswick est quand même très bien, mais est-ce que pour toi, il y a quand même un business case, si tu me permets l'expression, là, est-ce qu'il y a quand même un mode où tu te dis, OK, je peux bien gagner ma vie avec ça, puis les artistes aussi peuvent gagner leur vie dans cette francophonie canadienne-là? C'est au même titre que les services en français sont là, puis qu'il faut c'est toujours menacé, au même titre, les diffuseurs pluridisciplinaires en francophonie sont menacés constamment. Ils sont là, ils existent. Il y a des réseaux, comme tu dis, en Ontario, il y a 18 diffuseurs pluridisciplinaires. Dans les provinces de l'Ouest, il y a chaque province a son réseau et ça fonctionne bien. Bien ficelé, il y a moyen qu'un artiste en vive, c'est pas nécessairement, tu sais, je veux dire, t'auras pas une grande majorité d'artistes qui vont pouvoir en vivre à cause que c'est très communautaire, tu sais, ton spectacle, par exemple, le modèle financier est très différent. Ton spectacle, si t'as 50, 70 personnes dans ta salle, c'est un succès. Okay. Tandis qu'au Québec, c'est le nombre de tickets que tu vas vendre et puis tout ça, qu'il y a une masse qui est là complètement différente. Mais tu peux quand même réussir à avoir ça comme revenu, mais ce sera pas le seul revenu malheureusement pour les artistes. Ça, parce que pour donner au Québec, tu sais, toi, tu as un exemple, entre autres, je pense à Steph Paquette, que j'invite les gens à aller découvrir, qui est super fin, mais le gars, littéralement pluridisciplinaire, fait de la télévision, fait de la musique, fait des conférences, il touche à plein d'affaires pour être capable d'attacher son affaire. C'est ça que je comprends. Là. Exactement. Et est une exception à la règle dans le sens où il en vit de ça pré-COVID, disons-le. Mais tu sais, un gars comme DJ Pierre aussi, qui est un gars qui fait du EDM francophone,
a réussi à en vivre aussi, encore une fois, après COVID. Mais je veux dire, il y a des niches qui se font, mais il faut être vraiment créatif et, comme tu disais, avoir plusieurs revenus, là, sources de revenus. C'est pas une source seulement, le spectacle. OK, puis toi, en conclusion, comment tu vois l'avenir de l'industrie de la musique de ton côté? Mais là, c'est sûr que le mot réinventer, je veux dire, je pense qu'on n'est plus capable de l'entendre, mais la nouvelle industrie, la renaissance de l'industrie, c'est certain que ça l'appelle le multimédia, comme tu fais là. Ouais. Des podcasts ou des spectacles qui vont être filmés qui va être. On va faire beaucoup de télé finalement par le web. Moi, je pense que ça s'en va là, qu'on le veuille ou non, ça va rester une source de revenus. Aller vendre un festival, là, j'ai vendu une coupe de festivals où est-ce qu'on est allé filmer en t'as des belles studio expériences, carrément. toi. Ouais, carrément filmé en studio, un broadcast là, multicaméra, on enregistre ça, on canne ça, on envoie ça, puis eux autres, ils diffusent ça dans leur télé locale aux États-Unis, exemple, celui que j'ai vécu, Toronto, même chose. C'est que ça va être appelé à, ça remplacera jamais le live, on s'entend, mais ça va être appelé à être une source de revenus qui va devenir importante à court et moyen terme. Est-ce que ça va rester à long terme? Certainement, comme source de revenus, mais pas la seule. Le live va revenir, mais c'est certain que ça, c'est une avenue, c'est le futur un peu de l'industrie, c'est tout ce qui est Internet. Ah, mais ça, puis écoute, bravo d'avoir monétisé, mais ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, puis tu sais, on a vu un paquet d'affaires sortir dans les derniers mois à cause des circonstances, mais il reste qu'au final, tu as présenté une qualité de produit. Tu sais, c'est ça qui a donné une valeur. Tu sais, es quand même allé en studio, c'est broadcasté. Tu sais, il y a quand même quelque chose d'unique et d'une expérience pour le fan, ce qui est intéressant, plus que de dire... puis bien qu'il y a des choses super intéressantes qui se sont faites, mais de t'asseoir devant ta caméra pour faire un Facebook Live, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Oui, c'est un autre truc. Mais moi, je suis d'accord avec toi que ça, je pense qu'effectivement, le volet multimédia numérique va faire partie du plan d'affaires de l'artiste dans les prochaines années, puis on n'aura pas le choix, nous, comme intervenants, d'embrasser cette numérisation-là, entre guillemets, puis de venir supporter justement le live puis l'expérience du fan avec ce genre de trucs-là, de perfos-là qui vont être super intéressants. Ben, au moins, je suis content, José, parce que tu vois quand même l'avenir d'un bon œil. Tu as toujours été positif, puis tu vois l'avenir d'un bon œil. Mais maintenant, pour la réalité franco-canadienne, si j'allais plus spécifique avec toi, tu sais, votre réalité à vous plus spécifique, l'avenir, est-ce qu'il est radieux? Est-ce qu'il y a encore des grands défis à relever? Comment ça se passe? Parce que je sais que tu as intervenu beaucoup dans le débat. Ouais, ben, l'avenir est intéressant dans le sens où, tu sais, quand on va, la relance de l'économie qu'on est en train de parler là, assez vivement dans ces derniers jours et semaines qui viennent de passer, ce qui arrive, c'est qu'on s'entend, le diffuseur de spectacle dans notre francophonie canadienne à nous, s'il prend un artiste de la relève de la francophonie canadienne versus un humoriste au Québec pour remplir sa salle, pour relancer son économie à lui, c'est certain que si tu lui donnes le choix présentement comme c'est là, il va prendre l'humoriste au Québec parce qu'il est garanti de remplir sa salle, c'est une personne, puis il va vendre son billet pas mal plus élevé que le gars de la relève qui essaie de... C'est qu'il va falloir que l'exemple du Québec que vous avez si bien fait, encourager la culture, le petit ticket bleu, là, la culture locale, il va falloir qu'on se mette à faire ça, nous aussi, pour garder cet écosystème-là qu'on a si longtemps travaillé, pour faire en sorte que ça existe, que ça finit, que ça continue à coexister entre le diffuseur et les artistes locaux. C'est qu'on est en train de plancher sur des choses comme ça pour assurer au moins qu'il y ait des spectacles de la relève franco-canadienne.
Ah, ben c'est génial. Ben écoute, José, merci infiniment de ton temps. Merci d'avoir pris le temps d'être Merci avec d'avoir moi pensé ce à moi. matin. Ben écoute, Super gentil. je voulais parler de cette réalité-là parce qu'on se connaît depuis longtemps. Puis je trouvais ça important de mettre en lumière parce qu'il y a des super bons talents. Tu sais, il y a un artiste qu'on travaille ensemble, René Ré, qui est extraordinaire. Tu sais, il y a du beau talent hors Québec, en francophonie. Je vous invite à aller découvrir ça. Allez visiter le site de JKB. Vous allez voir, il y a des très, très beaux artistes là-dessus. José, merci infiniment. On se reparle très bientôt. Un grand merci à toi. Bye bye. Bye. Alors, c'est ce qui mettait fin à notre entretien avec José. Merci infiniment, José, d'avoir été là. Écoutez, gardez un jeune homme passionné, comme vous avez pu voir, puis surtout, retenez de son truc, c'est qu'il ne faut jamais lâcher parce que lui, dans son Ontario et Toronto, comme je dis, il vient de Toronto. Écoute, c'est pas évident sa réalité, puis il le fait d'une manière extraordinaire. Suivez vos passions, continuez à travailler, puis allez de l'avant. Alors, je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye. Face à face.